Karine Béché-Golovko, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, quel est votre regard sur ce qui se passe actuellement autour de Soledar? On a beaucoup de mal à y voir clair. Bonjour. S'il y a une incertitude autour de Soledar, elle ne concerne pas la question de la prise de la ville ou du contrôle de la ville. Parce que le fait qu'il reste quelques groupes ukrainiens en grande partie dans les mines et qui ont perdu tout lien avec leur direction. S'il reste des compas de Russes, ça ne veut pas dire que l'Ukraine maîtrise la ville, ça veut bien dire qu'elle l'a perdue. Et d'ailleurs, pour le confirmer, les Ukrainiens, il y a 2 jours de cela, ont essayé d'envoyer un groupe, en tout cas de regrouper des forces à l'extérieur de la ville pour essayer de reprendre quelque chose. Donc, comment reprendre quelque chose si vous le possédez déjà? Donc là, on voit bien qu'il n'y a aucune incertitude réelle quant au contrôle de la ville. La ville est passée sous contrôle russe. Mais il y a un combat politico-médiatique pour le discours, puisque la chute de Soledar est un événement très important et militaire et politique aujourd'hui qui n'entre absolument pas du tout dans le discours politico-médiatique de l'axe atlantiste qui est mené depuis quelques mois, selon lequel l'armée russe est aux abois, la Russie n'a plus de munitions, il n'y a quasiment plus d'hommes et elle est sur le point de s'écrouler. On voit bien que tel n'est pas le cas. Du côté ukrainien, on voit un fort soutien de l'Occident, justement, avec beaucoup d'aide militaire. On a appris ce matin d'ailleurs que Londres va envoyer des chars d'assaut. C'est la première fois que des chars lourds vont être envoyés à Kiev. Ça dit quoi justement de cette force militaire ukrainienne? Hier soir à l'ONU, d'ailleurs, le représentant russe a déclaré que voilà, il dénonçait une guerre menée par procuration, une guerre de procuration de l'Occident contre la Russie. C'est exactement ça. L'armée dite ukrainienne est une façade derrière laquelle l'on trouve des armes qui viennent de l'OTAN. C'est une armée dans laquelle, selon les dernières lois ukrainiennes, les étrangers peuvent entrer et ainsi acquérir après plus loin la nationalité ukrainienne. Donc cette armée n'a strictement rien d'ukrainien. En ce qui concerne la fourniture de chars par des pays européens, des pays membres de l'OTAN, il faudrait quand même rappeler une chose, c'est que une convention sur les ventes d'armes a été adoptée au niveau de l'ONU et c'est le premier acte juridique international qui réglemente la fourniture d'armes. Et il est clairement établi que les pays doivent éviter de fournir des armes, notamment des chars, et ça aussi c'est écrit noir sur blanc dans cette convention, lorsqu'il est quasiment certain que ces armes vont être utilisées pour commettre des crimes de guerre. Or, l'on sait que l'armée dite ukrainienne, en fait atlantico-ukrainienne, tire sans arrêt sur Donetsk, sur la ville de Donetsk, sur les cibles civiles. Et lorsque Amnesty International a voulu rappeler le fait que l'armée ukrainienne utilisait des sites civils pour les militariser, ce qui est une violation des conventions de Genève et est un crime de guerre, on se rappellera que ce n'est pas l'Ukraine qui a été critiquée, c'est Amnesty International. Donc les pays occidentaux qui actuellement fournissent ces armes et ces armes lourdes se mettent en situation de violation de cette convention, de cette charte de l'ONU. Et là, il faudrait commencer à réfléchir un petit peu quand même à la politique qui se mène en Occident en soutien à ce régime fantôme et fantoche ukrainien. Parce qu'il est évident qu'il ne tient que parce qu'il est utile actuellement à cet axe atlantiste dans son combat contre la Russie, mais cela est-il réellement de l'intérêt des pays occidentaux et des pays européens en particulier, puisque eux fournissent beaucoup d'armes. Et l'autre question qui se pose, est-ce que les élites politiques actuelles de ces pays sont prêtes à commettre des violations des normes internationales en soutien aux intérêts américains? C'est à mon avis une question qui mériterait d'être posée clairement.
Alors, en tout cas, on voit bien que sur le terrain, la bataille continue. D'ailleurs, la secrétaire adjointe de l'ONU hier a bien affirmé qu'il n'y avait aucun signe d'une fin de combat. Est-ce que le dialogue est totalement rompu entre l'Ukraine et la Russie et qu'on est voilà que finalement ça va être militairement que tout va se jouer, ou est-ce qu'il y a encore une sortie possible selon vous? Le dialogue entre l'Ukraine et la Russie est rompu depuis 2014 à partir du moment où l'Ukraine a perdu toute étaticité et où elle est passée sous contrôle en fait étranger. Donc le dialogue est actuellement rompu, non pas entre l'Ukraine et la Russie, mais entre les pays atlantistes et la Russie, puisque ils poursuivent des buts qui sont incompatibles. Soit il y a une victoire du clan atlantiste et l'on se retrouve dans un système de globalisation quasiment dictatorial aussi, dans cette voie forte, soit il y a une défaite de ce camp atlantiste et l'on se retrouve dans une redéfinition des relations de pouvoir, ce qui ouvre la porte d'ailleurs aux pays européens pour revenir réellement et souverainement sur la scène internationale. Donc effectivement, en tout cas la bataille qui se mène actuellement en Ukraine ne va pas décider entièrement du sort de ce conflit, on va dire, mais c'est une bataille fondamentale qui va permettre d'aller dans un sens, celui de la globalisation totale, ou dans l'autre, celui de la restauration de la souveraineté des États et des peuples.